Jean-Louis Migeot, qui sera notre troisième conférencier de ce premier panel. Jean-Louis est membre aussi de la classe Technologie et Société. Il en a aussi été le directeur. Il est professeur d'acoustique à l'Université libre de Bruxelles et au Conservatoire royal de musique de Liège. Jean-Louis est donc un ingénieur, notre ingénieur de service aujourd'hui. Fondateur et dirigeant de plusieurs sociétés de technologie qui poursuivent aujourd'hui leur croissance dans de grands groupes internationaux comme Siemens AG et Hexagon AB. Les modèles mathématiques que Jean-Louis a contribué à développer dans le domaine de la production et de la propagation du son sont utilisés par les industriels du monde entier pour concevoir des produits plus respectueux de notre environnement sonore. Et je pense que Jean-Louis va nous donner une vision particulièrement riche du lien entre technologie et société. Merci Jean-Louis. Je ne sais pas. Mais bonjour à tous. Excusez-moi. Véronique, avant de commencer, je voudrais te poser une petite question, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter avant. Est-ce qu'il y aura bien une réception à l'issue de notre séance publique ? Ça, par rapport à toutes les questions qui se posent aujourd'hui, celle-là a une réponse simple et univoque. La réponse est oui, Jean-Louis. Mais écoute, je te remercie, mais ça m'ennuie beaucoup parce que ça fait plusieurs mois que mon médecin m'a prescrit un régime et je pensais commencer aujourd'hui et je me dis que c'est un peu idiot de commencer mon régime un jour de réception à l'académie. Et donc je vais le postposer, mais à mon avis, pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, ou peut-être un peu plus tard, je commencerai mon régime. Mais c'est difficile de faire régime dans un monde qui promeut à ce point et qui valorise l'auto-indulgence. Et la conséquence de ça, c'est qu'on mange trop, on mange beaucoup trop, et on mange beaucoup trop de tout, y compris des ressources très limitées que nous avons, que la Terre nous donne. Alors, parmi toutes les conférences que nous avons eues dans la classe Technologie et Société cette année-ci, celle qui m'a le plus marqué est celle de Jean-Pierre Raskin. Jean-Pierre Raskin nous montre que, au travers de ce tableau de Mendeleïev, qu'en 1956, pour fabriquer un téléphone fixe, on utilisait 12 éléments de ce tableau de Mendeleïev et aucun d'entre eux n'était critique. On en fabriquait 20 millions par an, ils avaient une durée de vie d'environ 15 ans. 30 ans plus tard, les premiers téléphones cellulaires apparaissent, ils monopolisent 29 éléments, 5 d'entre eux sont critiques, on en fabrique 10 millions par an et ils ont une durée de vie de 5 ans. Encore 30 ans plus tard, la flèche du progrès continue, nous avons nos téléphones intelligents et ils monopolisent pas moins de 60 éléments du tableau. Donc quand Nordos parlait d'éléments de substitution, là c'est clairement, on est en train de taper dans les éléments de substitution. Il y en a 20 qui sont critiques et on en fabrique 1 milliard par an et ils ont une durée de vie, c'est magnifique, de 18 mois. Donc vous voyez qu'on mange trop, on mange beaucoup trop de tout, on épuise les ressources. Et pourtant, cela fait 50 ans que le rapport Meadows nous a demandé de changer notre régime alimentaire, de changer notre stratégie, et en nous annonçant que si nous ne changions pas, eh bien, nous allons droit dans le mur. Alors, pourquoi ? Je voudrais, avant de dire pourquoi, dire que je ne parle pas ici, je ne suis pas du tout ici en donneur de leçons, je n'ai pas fait preuve de plus de lucidité et de clairvoyance que quiconque. Mais voilà, la prise de conscience est là. Alors pourquoi ? Une première raison, c'est que nous avons tous eu énormément de mal à accepter que les ressources de la Terre soient finies, soient limitées. Pour moi, la prise de conscience est venue de l'observation de ce magnifique cliché d'un lever de soleil sur la Terre saisi depuis l'espace. On y voit très clairement l'extrême finesse de notre atmosphère. Vous le savez peut-être, mais l'épaisseur de l'atmosphère terrestre est à l'échelle de la Terre aussi fine que la peau de la pomme à l'échelle d'une pomme. Donc on peut tout à fait comprendre quand on voit ça, qu'en quelques décennies, générations, siècles, on soit capable de la modifier, que les activités humaines soient capables de la modifier de façon substantielle et grave. Alors la deuxième raison, et je reviens à l'analogie, un peu facile c'est vrai, du régime, c'est qu'il est très difficile d'échanger un plaisir certain, immédiat,
contre une satisfaction hypothétique et lointaine. Et au fond, c'est ça que le rapport Meadows nous a demandé de faire, et c'est ça que nous sommes incapables de faire. Mais je crois qu'il y a plus grave. Et pour vous expliquer ça, je voudrais vous raconter la fable de la cigale et de la fourmi, mais comme on est dans une classe technologie et société, je voudrais le faire en mode théorie des circuits. Alors, la cigale sera une résistance. La tension au bord d'une résistance est proportionnelle au courant qui la traverse. La cigale vit donc dans l'instant, elle consomme ce qui est à sa disposition, hic et nunc, elle n'a pas de regard vers le passé, elle n'a pas de regard vers le futur. La fourmi, elle, sera une capacité. La tension aux bornes d'une capacité est proportionnelle à l'intégrale du courant. Donc la fourmi stocke, accumule, capitalise, et lorsque la bise sera venue, elle puisera avec parcimonie dans ses réserves. Je rajoute un personnage qui est l'homme. L'homme n'est ni une capacité ni une résistance, il est une inductance. C'est-à-dire que sa tension est proportionnelle à la dérivée du courant. L'homme ne se satisfait pas de ce qu'il a, ne s'intéresse pas à ce qu'il a accumulé. L'homme ne regarde qu'une chose, c'est la croissance de ce qui lui est proposé. Et nous sommes effectivement devenus totalement dépendants à la croissance, aux croissances au pluriel, croissance de notre consommation énergétique, croissance de notre consommation de matière, croissance de notre consommation alimentaire. Et l'abus, le gâchis et les excès ne sont pas une déviance malencontreuse et accidentelle de notre modèle de société. Je pense au contraire qu'elle est consubstantielle à notre modèle de société. Et pour changer les choses, nous devrons ramer véritablement à contre-courant de toutes ces mauvaises habitudes que nous avons accumulées depuis des décennies et peut-être depuis beaucoup plus longtemps. Et je cite simplement Christian de Duve qui, dans le livre qu'il a écrit peu de temps avant sa mort, qui est véritablement un livre prophétique, nous disait « Nous devrons trouver dans les... excusez-moi, je ne sais pas lire. Dans les ressources de notre esprit, une sagesse qui n'est clairement pas inscrite dans nos gènes. » Mais la question fondamentale que Véronique m'avait demandé de traiter, c'est qu'est-ce que ça nous dit des rapports entre science, technologie et société? Ça, c'est l'état du monde aujourd'hui et notre inactivité. Alors, la science, j'ai bien envie de l'exonérer, la science explique. Et Joseph Fourier, au début du XIXe siècle, avait déjà élucidé clairement l'effet de serre. Et Arrhenius, il y a largement plus d'un siècle, se préoccupait déjà de l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Beaucoup plus près de nous, nos collègues de la classe des sciences, Roland Souchet et André Berger, n'ont pas attendu le rapport Meadows pour s'intéresser au paléoclimat, au paléo-environnement et pour en tirer des conclusions. Dans la classe des lettres, les philosophes Jean Ladrière et Gilbert Ottois aussi ont questionné l'usage et le mésusage de la rationalité scientifique et les travers de la technoscience. Alors, si on peut exonérer la science, je crois qu'on ne peut pas exonérer la technologie parce que la science explique, mais la technologie exploite. Alors, vous savez que les ingénieurs aiment bien fonctionner dans une dialectique qui unit problème et solution. Alors, une des premières images que j'avais sélectionnées pour cette présentation, c'est celle-ci. Elle me paraissait que la lecture était évidente. Les ingénieurs conçoivent une solution qui vient magnifiquement résoudre un problème et s'intégrer dans un ensemble de façon parfaite. Mais en fait, plus je la regarde, plus je me rends compte qu'elle est ambivalente. Est-ce qu'on ne peut pas lire cette image en se disant aussi, si on regarde ce qu'il y a derrière la solution qui a été apportée par la technologie, il y a beaucoup d'autres problèmes qui se posent. Et effectivement, j'ai l'impression que si la technologie apporte toujours une solution à un problème déterminé, elle engendre des problèmes complémentaires auxquels nous trouvons des solutions technologiques, et ceci explique l'inflation technologique dans laquelle nous vivons. Cette association problème-solution a aussi des effets pervers. Nous en sommes arrivés à considérer que l'innovation, c'est le progrès. Oui, sans doute, mais le progrès technologique et le progrès social-sociétal sont clairement deux choses différentes. Alors, un deuxième travers de la technologie, excusez-moi, ne nous voilons pas la face, la technologie aujourd'hui, dans les entreprises, n'est plus une force autonome. La technologie s'est complètement subordonnée
à l'ordre commercial, le rôle des ingénieurs dans les entreprises est de fabriquer de la technologie qu'on pourra commercialiser de manière rentable. Et donc, ce faisant, elle a abandonné quelque part son éthique propre et a hérité des tares que notre collègue Philippe de Waut a consacré les dernières années ou les dernières décennies de sa vie à critiquer cette pensée unique des écoles de commerce dont nous avons tous, dans les entreprises, appliqué les règles. Alors, si on lit des livres de philosophie, de l'innovation, de sociologie, du travail de recherche et développement, il y a une question qui apparaît toujours de manière assez rhétorique. Est-ce que la technologie est une affaire d'offre ou une affaire de demande? Là aussi, je crois qu'on doit ouvrir les yeux. Aujourd'hui, la technologie n'est absolument plus une réponse à une demande. Elle est avant tout la création d'une offre et il appartient alors au marketing de faire émerger une demande qui pourra absorber cette offre. Alors, quatrième point, certains s'en souviendront peut-être, il y a 7 ou 8 ans, j'avais fait à l'occasion de la séance publique de notre classe un exposé qui s'appelait le mythe de l'optimalité. J'aime bien, comme beaucoup d'ingénieurs, poser les problèmes en termes d'objectifs, de contraintes et de leviers d'action qui nous permettent d'atteindre le meilleur objectif possible dans le respect des critères. Mais nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est tellement interconnecté, où tout est tellement interdépendant qu'on ne peut pas affronter la complexité de face. Et donc on a tendance à raisonner sur des sous-ensembles en négligeant de façon plus ou moins rationnelle un certain nombre d'interdépendances, et on sait que quand on fait ça, on atteint un optimum de façade qui contient énormément d'externalités négatives et qui conduit notamment à la tragédie des biens communs. Alors, dernier point, j'aurais été beaucoup plus vite que prévu, dernier point, je ne prétends pas que la technologie n'a plus, ou que les ingénieurs n'ont pas d'éthique. Je pense qu'ils ont essentiellement une éthique qui est tournée vers l'intérieur, vers eux-mêmes, vers leur process, vers l'innovation. Les ingénieurs cherchent à concevoir des bons produits qui fonctionnent bien, qui répondent aux besoins, qui sont économes, qui ont un certain nombre de qualités. Mais ils se soucient beaucoup trop peu des effets des technologies sur la société et surtout des abus qu'on peut en faire. Alors, il y a un précepte de droit romain qui dit « abusus non tollit usum ». L'abus qu'on peut faire d'une chose ne doit pas en interdire l'usage raisonné. Eh bien, je pense qu'en matière technologique, il faudrait abandonner ce précepte de droit romain et plutôt, pour rester dans le latin, d'utiliser ce que Hans Jonas proposait déjà aussi il y a 50 ans, in dubio pro malo. Dans le doute, c'est le pire abus possible qu'on peut faire d'une technologie qui devrait servir de guide dans la décision de poursuivre son utilisation, son exploitation, ou tout simplement de la mettre sur le marché. Alors voilà, je crois qu'aujourd'hui, si j'écoute les propos déjà entendus depuis ce matin, on est d'accord qu'on a 2 stratégies possibles. Soit nous continuons en mode « la croisière s'amuse » et nous coulerons comme le Titanic, ou bien nous pouvons nous inspirer de ce propos de Tomasi di Lampedusa qui faisait dire à un de ses héros « il faut que tout change pour que rien ne change ». Je crois effectivement que nous devons tout changer si nous voulons préserver l'essentiel, la démocratie, la culture, la santé, le vivre ensemble, la paix. Et comme mon exposé n'a pas été des plus souriants ni des plus optimistes, je vous laisse en compagnie du magnifique sourire d'Alain Delon et de Burt Lancaster dans le film Le Guépard, dont cette citation est extraite. Merci de votre attention.